Et salut, c'est Audrey du Terrain Tremplin. On se retrouve, on va tenter un rendez-vous hebdo. On va tenter un rendez-vous hebdo sur la chaîne YouTube du Terrain avec des trucs, des astuces, des choses qu'on teste ici qui fonctionnent pas. Mais comme rien n'est un absolu pour tout le monde, écoute, pourquoi pas te proposer différentes choses. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on voulait te parler avec Cam on va l'intituler 3 conseils que j'aurais aimé avoir étant plus jeune. Est-ce que c'est vraiment des conseils? Je sais pas, mais en tout cas, 3 informations qu'on trouve importantes à te transmettre et qu'on trouve souvent pas évoquées tant que ça. La première, de manière très prosaïque, tu n'es pas ta note. Si tu me regardes et que tu es scolarisé ou que tu es en études supérieures, parfois c'est violent de recevoir une note, un devoir pour lequel on a bossé, pour lequel on avait pensé réussir, pour lequel on a eu l'impression de tout donner, ou même parfois on savait très bien qu'on n'avait pas suffisamment travaillé ou qu'on n'était pas prêt, ou peu importe, mais avoir sur un bout de papier une note, typiquement moi en traduction en première année de prépa, traduction italienne, sachant que je viens d'une famille italienne et que je parle italien depuis à peu près 2 ans, j'ai avoisiné les moins 50 sur 20, tu vois. Ce genre de truc, ou même juste des 0, des 5, des 8, des 9, enfin peu importe le type de note. 15, parfois c'est violent parce qu'en fait c'est pas satisfaisant pour les gens autour de toi, pour toi, enfin peu importe, mais on a tendance à vachement se réduire à la note. Et je trouve aussi que beaucoup de profs ont tendance à ne mettre que la note et un espèce de commentaire lapidaire, genre peut mieux faire, doit travailler plus, ne maîtrise pas son cours, ou juste un vague très bien, tu vois. Et ça te donne aucune indication sur là où t'en es, aucune indication sur ce qu'il faudrait que tu fasses pour progresser. Juste t'as l'impression que tu vaux la note qui est mise là-dessus. Et d'ailleurs beaucoup de gens, un peu quand ils avoisinent l'âge adulte, et ça on arrivera dans la deuxième partie, disent moi j'ai fait tel bac avec telle mention, tu vois, comme si c'était une espèce de valeur intrinsèque fondamentale. Spoiler, une fois que tu rentres un peu dans le monde du travail, assez rapidement, les notes que tu as eu au bac, la mention ou pas la mention, on s'en fout en fait, pour pas dire on s'en vraiment très très fort. Alors peut-être pas dans tous les secteurs, peut-être pas dans tous les métiers, tu me diras, mais bon, quand même globalement, a priori tu fais d'autres choses dans ta vie qui sont suffisamment cool à évoquer pour ne pas avoir à te réduire à cette note. Et du coup, comme c'est pas forcément évident d'en sortir, le petit tips, c'est potentiellement de relativiser et de te dire que en fait, cette note-là, genre dans 2 ans ou 3 ans, ou peut-être même dans 6 mois, en fait tu l'auras oubliée, elle fera partie d'un paquet de plein de notes et elle sera une espèce d'infime goutte dans le vase qu'est ta personne, tu vois, de ce qui la compose. Ça, moi, c'est ce que j'aurais tendance à te dire en premier lieu. J'ai un petit côté relativiste assez souvent. Si ça c'est trop dur, en vrai, essayer de comprendre ce qui a fait que tu as eu une note qui ne te satisfaisait pas. Et essayer d'aller comprendre les points qui t'ont fait, enfin les éléments du devoir qui t'ont fait perdre des points, pour essayer potentiellement d'itérer et d'améliorer. Mais ouais, le premier truc, en fait, on n'est pas notre note, on n'est pas notre mention, on n'est pas... en vrai, on n'est même pas notre taf, hein. On est des êtres un peu complexes, composés de plein d'autres choses. Et c'est vrai que quand tu avances dans la vie, potentiellement, tu as la liberté de faire de plus en plus de choses, de plus en plus d'essais. Donc c'est plus facile de se raconter sur divers aspects de sa vie. Là où, quand on est un peu scolarisé, on suit les cours, en vrai, qui nous prennent pas mal de temps. On a des emplois du temps assez chargés en France, avec les devoirs qui prennent encore pas mal de temps, et puis potentiellement quelques activités extrascolaires, ou pas, en fonction d'eux, et un peu les activités que nos parents nous suggèrent, et nos sorties avec nos potes, tu vois. Mais effectivement, c'est pas forcément évident de dire... quand tu essaies de raconter un peu qui t'es, je suis quelqu'un qui sort tous les samedis soirs avec ses potes. Comme beaucoup de gens. Donc voilà, même si je sais que quand on est un peu jeune, c'est pas forcément évident de se détacher de ça,
Clairement, quand tu avances dans ta vie, les notes que tu as eues. Alors, il y en a peut-être quelques-unes qui vont te marquer et qui resteront. Tu vois, moi, mes notes négatives en traduction, elles sont toujours là quelque part et elles me font toujours doucement sourire. Parce que clairement, c'était juste une ineptie. La meuf est bilingue, elle n'arrive pas à avoir des notes correctes en traduction. En vrai, ça s'explique parce que c'est un exercice particulier et que la langue que tu parles n'est pas la langue que tu écris, n'est pas la langue que tu traduis. Les consignes, les contextes sont compliqués. Mais voilà, il y en a quelques-unes qui vont rester comme ça. D'aucuns diront qu'ils t'ont traumatisé. Mais, ou pas, en fait. D'ailleurs, il y a aussi des très bonnes notes sur lesquelles on peut s'accrocher parce qu'on est hyper fiers d'avoir eu cette note à l'oral de français ou à l'écrit de français à notre bac, tu vois. Mais peu importe, le premier conseil, c'est un peu ça, enfin conseil. C'est genre vraiment, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu n'es jamais ta note. Ta note, c'est la représentation de ce que tu étais capable de fournir à un instant T, dans les conditions dans lesquelles tu étais, potentiellement en ayant fait une nuit blanche, en ayant un contexte de ton quotidien pas des plus détendus, enfin, on est un être complet, donc se réduire à la note, c'est chaud patate, c'est pas ce qu'il y a de plus enjaillant, enthousiasmant, mais c'est un peu ce que le système français pour le moment met en place avec un système de notes, donc on fait avec, on compose avec, on vit dans cette société, qu'on les choisit ou pas. Elle a des aspects qui sont très bien et parfois elle a des aspects qui sont moins bien. Et en l'occurrence, la note, on pourrait en parler pendant des heures. Je pense qu'il y a des moments où elle n'a pas de pertinence et elle devrait en fait juste disparaître. Mais peu importe, elle est là. Et voilà, le message, c'est tu n'es pas ta note. Le deuxième point dont on voulait te parler avec Cam, qui va un peu dans la lignée, hein, on est globalement toujours dans la même idée, c'est ose tester, ose expérimenter. C'est facile à dire hein, de l'extérieur, genre tente, lance-toi comme ça et tout. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est de se dire qu'en fait, on peut tester plein de choses et souvent les conséquences, elles sont pas si dramatiques que ça. Et surtout s'autoriser à changer d'avis, à pivoter. Ça veut pas dire ne pas aller jusqu'au bout des choses. Tu veux tenter quelque chose, si tu as besoin d'aller et fouiller cette expérience jusqu'au bout, mais vas-y à fond, mais tu as le droit au bout du compte de dire en fait j'ai testé ça, ça ne me convient pas. Et c'est un truc qui est... Enfin, moi j'ai grandi avec cette éducation-là. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter beaucoup de choses très librement, suggérées par mes parents, et puis après, étant ado, avec beaucoup de liberté, et étant adulte aussi avec beaucoup de liberté, tu vois, là sur le terrain, on expérimente un tas de choses, on est dans une situation fondamentalement précaire, mais on s'est timeboxé dans le temps un timing qui pour nous était raisonnable par rapport à ce qu'on était en mesure de faire. Le fait est que derrière on ose, on tente plein de trucs, on fait des vidéos complètement ridicules sur TikTok. Je suis sur YouTube, genre j'aurais jamais cru venir parler face cam comme ça avec le mot conseil en plus parce que j'aime pas donner des conseils. Je trouve qu'on n'est jamais bien placé pour donner des conseils. Éventuellement on peut faire des partages d'expérience, des retours d'expérience. Et voilà, un de nos retours d'expérience avec Amy, c'est le fait d'oser tester, d'oser tenter, d'oser expérimenter et de se dire derrière quand on fait ça qu'on a le droit de changer d'avis, notamment pour des questions d'orientation. Nous c'est le créneau sur lequel on est sur le terrain temps plein et moi c'est un truc qui m'a toujours un peu mindfucké. Je fais partie de ces gens qui ont su assez tôt ce qu'ils voulaient faire, à savoir être quelque part dans l'enseignement et plutôt dans l'univers littéraire. Donc j'ai fait mon bac S, cherchant à comprendre la logique, je suis partie en études littéraires pour essayer d'identifier et de définir la matière dans laquelle je me projetais enseigner. Et au final, je me suis rendu compte que l'éducation nationale, j'étais pas complètement hyper enthousiasmée par le fait de bosser dedans. Et j'ai cherché des structures alternatives et j'ai eu des expériences dans l'enseignement un peu alternatif, assez cool, assez enrichissantes, etc. Le fait est que assez régulièrement dans mon parcours d'études, j'ai quand même un peu pivoté. Mais je savais ce que je voulais faire. J'ai pas eu cette problématique à 16-17 ans de devoir choisir une orientation en me disant merde mais il faut surtout pas que je me plante parce que sinon en fait je grille la carte de ma vie professionnelle, tu vois.
Et je sais pas quel âge t'as, mais potentiellement, si t'es plus jeune que moi, t'as quand même des parents qui sont pas si jeunes que ça, si tu regardes cette vidéo. Et il est possible que tes parents soient rentrés dans une boîte, dans une entreprise, et ils soient plus ou moins restés toute leur vie, ou en tout cas échangé juste une fois ou deux d'entreprise. Il y a un gros switch entre la génération de nos parents et nos générations à nous, la génération Z et les millennials, qui est que le monde du travail a vachement évolué. Il est tout à fait admis aujourd'hui de changer régulièrement de boulot, voire même c'est un truc qui se valorise assez facilement quand tu sais expliquer pourquoi tu fais tes changements. Et du coup, les choix qu'on fait en orientation aujourd'hui, ils définissent pas les 50 prochaines années de notre vie. Ils vont peut-être définir les 5-10 prochaines années, et encore, selon le type d'études dans lequel tu t'engages, ou selon plein de choses, tu peux même changer avant, et il y a des réorientations possibles en cours d'année, il y a des réorientations possibles d'une année sur l'autre, avec des équivalences qui te permettent d'un secteur à l'autre ou dans certaines formations de ne pas perdre d'année. Et il y a des structures aussi qui t'accompagnent en fait pour réfléchir un peu à ton orientation. Mais du coup, voilà, un peu dans cette deuxième idée, au même titre que t'es pas ta note et que t'es pas essentialisé autour de ça, ne t'oblige pas à te réduire autour d'une seule chose ou d'une seule action ou d'un seul type de futur dans lequel tu te projettes. Tu as le droit, très très fort, de changer d'avis. Tu as le droit de vouloir tester des choses et après de faire dans les moyens que tu as ce que tu peux pour les tester dans les conditions les plus pertinentes pour que le test soit concluant dans un sens ou dans l'autre. Mais enfin voilà, je suis pas en train de dire de commencer 5 trucs en même temps. On peut aussi être un peu dans une forme de mesure du test pour qu'il soit pertinent et efficace par rapport à soi. Donc c'est un peu compliqué d'en parler, mais l'exemple moi, que je pourrais te donner, même si il n'est pas forcément... Enfin, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, c'est celui de mon mec qui a pas du tout taffé au lycée, mais s'en sortait plutôt bien. C'était un scientifique, pour le coup, lui, ce qu'on appelle les vrais scientifiques, tu sais, ceux qui n'ont pas de problème à avoir des bonnes notes dans les matières scientifiques, pas ceux qui ont leur bac parce qu'ils ont des bonnes notes dans les matières littéraires, et moi. Et il s'est dit, ok, je sais pas ce que je veux faire comme type d'études, mais moi je veux bosser dans les nanotechnologies. Enfin, vraiment, c'est le truc que je veux absolument faire. Et donc il a postulé en prépa un peu par hasard, il pensait pas... Enfin, déjà, il a su très tard que ça existait, il savait pas forcément que ça existait. Et ensuite, quand il a vu la conseillère d'orientation, il a dit, ouh, avec vos notes, même pas sûr que vous en sortiez et tout. Bon, ça s'est bien passé pour lui. Pour des raisons un peu drôles, mais ça s'est bien passé. Et donc, il a intégré une école dans les nanotechnologies. Et en fait, dans sa première année d'école, il s'est inscrit sur les listes qui font campagne au BDE, donc le bureau des étudiants, en fait, pour organiser un peu toute la vie étudiante pendant toute l'année. Et donc, tu as une campagne pour se faire élire la liste BDE en début d'année. Donc, tu es en concurrence, en fait, c'est une espèce de campagne présidentielle. Et donc, du coup, pour sa liste, il a fallu faire le site internet. Et il s'est dit, bah, vas-y, je vais tenter. Et là, révélation, le mec s'est dit, waouh, en fait, c'est trop cool de faire ça. Je veux faire des sites internet. Et donc, au cours de son école d'ingé, il a demandé à changer d'école. Donc, avec une école qui avait un partenariat qui ne lui faisait pas perdre d'année pour aller en informatique. Et donc, il a fait une année un peu spéciale en informatique. Ensuite, il a trouvé un stage en proxy. C'était pas exactement de l'informatique, puisque c'est... Enfin, oui et non, mais c'était du développement mobile. Et donc, pendant 6 mois, il avait un stage en développement mobile en disant « mais c'est trop bien, je veux trop faire ça, je veux trop développer des applications mobiles, etc. » et tout. Et puis, quand il est arrivé à la fin de son stage, il s'est dit « ouais, j'ai pas envie de rester dans cette boîte-là, parce que le coup, mais pas plus que ça. » Et donc, on est parti en vacances et on discutait pas mal avec un pote qui, lui, avait fait la même école d'informatique, mais sur les 3 années complètes. Et qui lui a dit, écoute, du coup moi j'ai trouvé un super taf et tout, dans la finance, c'est assez intéressant, je bosse en gros avec les traders, je suis informaticien avec les traders et tout. Et là, le X s'est dit, ah mais ça a l'air hyper intéressant, c'est un monde que je connais pas, la finance, j'aimerais trop le connaître et tout. Et donc le mec s'est dit, je vais postuler en finance, donc sur des langages que je ne connais pas en informatique, sur un domaine que je ne connais pas. Et je crois que c'était au moment d'un crash boursier, donc où il y avait pas mal de postes qui fermaient. Donc on s'est dit, petit pivot sympathique.
Bon, il se trouve qu'il a eu la chance de pouvoir trouver du taf, peut-être, enfin, il a peut-être mis un mois de plus que ce qu'il aurait mis en temps normal s'il avait cherché dans la continuité de ses études et de son premier stage. Et depuis, à peu près tous les 2 ans, il change de taf et il change significativement de type de poste. Alors, c'est toujours dans l'informatique et tout, mais voilà, mon mec, ça fait 10 ans qu'il bosse et ça fait 10 ans que tous les 2 ans, il fait des trucs diamétralement différents. Après, il le construit, c'est un chemin qu'il choisit, c'est pas forcément genre les vagues qui le transportent comme ça et tout, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple. Et je sais, il est très contextuel et tout, hein, mais de choix qui se sont faits dans tous les 6 mois, très différents, en tout cas sur ces premières années post-bac. Voilà. Donc en fait, la conclusion de ça, c'est t'as le droit de changer d'avis. Genre c'est pas grave. Tu vois, enfin, il n'y a pas grand-chose de très grave dans la vie. Le Covid, peut-être que c'était un peu grand. Et le troisième truc, et qui du coup en fait va venir un chouï synthétiser les 2 premiers, c'est, je sais pas quel âge t'as quand tu me regardes, mais t'es peut-être ado, enfin en tout cas considéré, labellisé ado par rapport aux âges. Moi je suis a priori adulte. En fait la différence entre ado et adulte elle est pas si grande que ça. On joue beaucoup à faire les adultes, on est amené par la force des choses et par le cadre de la société à faire des actions qui paraissent adultes, genre remplir ses fiches d'impôts, genre s'abonner à EDF ou en tout cas un truc d'électricité, ou avoir un abonnement internet et du coup devoir gérer ça sur des factures mensuelles. En soi, avec les factures dématérialisées maintenant, on fait plus grand chose, juste on a mis notre carte un jour en disant voilà, je voudrais être abonné à ça. Pour les impôts, c'est globalement rempli automatiquement, à part quand tu as des cas un peu particuliers, mais bon, tu fais avec, hein, tu tâtonnes, et puis Google est ton ami. Moi je passe énormément de temps quand je suis devant des papiers administratifs à aller chercher sur Google, genre ça c'est censé être quoi, tu vois. Encore hier j'étais sur la banque pour le terrain tremplin, pour l'assaut, et il y avait une dénomination dont j'étais pas très très sûre, je suis allée la chercher sur Google et en 10 minutes à peu près j'avais trouvé. Je pense que la grosse différence entre mon adolescence et maintenant que je suis adulte, c'est le fait que j'ai beaucoup plus le réflexe d'aller chercher les choses sur Google. J'ai même réussi à trouver quel était le bug sur mon site internet alors que je ne suis pas développeuse, même si c'est moi qui le gère. Enfin, sur notre site internet à Camémoire, celui du terrain. Mais voilà, ado, adulte, la différence, elle n'est pas si grande. Est-ce qu'on a plus de responsabilités? Peut-être. Est-ce qu'on choisit d'avoir plus de responsabilités? Peut-être aussi. Est-ce qu'on gagne plus de liberté? Ça dépend des points de vue. Moi j'ai trouvé que oui, le fait de plus être chez mes parents, parce que ça a été un peu ma limite, moi, entre guillemets, d'ado à sortir d'ado, c'est le fait d'être partie de la maison. Donc du coup, avec la possibilité de gérer mon emploi du temps comme je voulais, sortir sans avoir de compte à rendre, enfin pas de compte à rendre, mais tu vois, genre tes parents qui te disent tu rentres pas trop tard, hein, sinon je m'inquiète. Et oui, quand j'avais 25 ans et que je rentrais chez moi pendant les vacances ou sur un week-end et que je sortais, mon père me disait quand même tu me dis à quelle heure tu rentres, hein, que je m'inquiète pas, tu vois. Alors qu'en fait, quand t'es loin d'eux, tu rentres à pas d'heure et tu leur dis pas, tu vois. Ça, pour le coup, moi c'était un truc un peu d'adulte que je kiffais. Après, pour être honnête, je suis considérée comme une adulte. Je suis mariée, j'ai un gosse. J'ai un gosse. Il y a un bébé loup, un petit Lucifer trop mignon, trop rigolo, qui a un peu plus d'un an. Donc beaucoup de gens me labellisent adulte, tu vois. Pour moi, être adulte, c'est être propriétaire de sa voiture. Tu sais, il y a des trucs comme ça. On a tous des espèces de petites croyances. Si jamais tu as envie de partager les tiennes, n'hésite pas à nous envoyer un message sur Insta. Mais ouais, moi, dans mes croyances, être adulte, c'est être propriétaire de sa voiture. Et être capable de faire du batch cooking, genre le dimanche pour le reste de ta semaine. Et sinon, il y a plein de moments où j'ai l'impression de jouer à être adulte. Tu sais, genre limite, je me déguise et je joue l'adulte. Et ça, et en plus de ça, j'ai pas l'impression que certaines de mes idées fondamentales que j'avais quand j'étais adolescente aient énormément changé maintenant que je suis considérée adulte. J'ai l'impression qu'il y a une continuité. Il y a des sujets sur lesquels je me suis peut-être affinée, sur lequel j'ai compilé plus d'expérimentation et plus d'expériences et plus de tests et plus d'itérations, et donc du coup soit dans ma réflexion, soit dans ma posture, je suis peut-être plus assurée.
mais j'ai pas, alors soit je fantasme complètement mon adolescence, qui est possible, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu à un moment donné une rupture, tu vois, le côté ça, hop, ça y est, je suis adulte. Et en fait, quand je vois et que je discute avec plein d'adultes, ou plein de parents, enfin, j'exagère quand je dis plein, certains parents d'ados que j'ai pu accompagner, il y a des moments où je me dis, mais putain, leur gosse, il est vachement plus adulte, au sens plus mature qu'eux, tu vois, enfin, t'as des mécanismes et des fonctionnements que tu pensais ne trouver que dans, tu sais, dans les séries américaines de Mean Girls au lycée, et qu'en fait, tu retrouves chez des meufs de 35-40 ans, tu vois, enfin, qui du coup sont censés, de par leur âge et de par potentiellement leur expérience, etc., être adultes. Et en fait, tu te dis, bah, elles le sont pas. Et à côté de ça, tu vois des gens de 15, 16, 17 ans qui ont l'air d'en avoir 40 de sagesse, voire en fait peut-être même 100 000 ans de sagesse, et qui du coup ont des raisonnements beaucoup plus adultes. En fait, dans l'idée d'adulte, il y a peut-être une notion un peu de mature et de responsabilité. Mais voilà, le troisième truc qu'on voulait te partager, c'était au même titre que t'es pas ta note, ne t'essentialise pas autour de ta note, et ose expérimenter et ose te donner le droit de changer d'avis. En fait, ose regarder l'adulte comme juste un autre individu qui a peut-être sur certains points plus d'expérience que toi, peut-être sur d'autres moins d'expérience que toi. Et en fait, dans tout ça, ça fait une espèce juste, tu vois, une zone d'équilibre sur laquelle on peut discuter un peu d'égal à égal, d'expérimenteur à expérimenteur. Et de ce point de vue-là, en fait, il y a une certaine fluidité ado-adulte, il n'y a pas forcément une grosse différence. C'est peut-être la façon dont tu peux décider, toi, de vivre. Si tu as envie, dans ta tête, de te dire « Ok, là, je deviens adulte, et pour moi, être adulte, ça veut dire ça, ça, ça et ça, genre passer mon permis, avoir ma voiture, vivre à la campagne, j'en sais rien, tu vois. Ou juste aller boire un verre tous les mardis soirs avec des potes sur la terrasse dans je sais pas quel arrondissement de Paris, parce qu'en fait dans ton fantasme l'adulte il fait ça, et ben c'est fine, tu vois, c'est vraiment ce que toi tu projettes et tu visualises, mais en vrai, en détente, le passage de l'adolescence à être adulte, c'est pas, enfin moi je vois pas particulièrement de différence, et je sais que pour l'avoir dit à certains jeunes qu'on accompagne, ils nous ont fait le retour sur le fait que ça les apaisait d'entendre ça. Et de se dire qu'il n'y avait pas tout d'un coup à devoir se prendre hyper au sérieux, à devoir avoir l'impression de tout savoir. C'est pas vrai en fait. C'est des adultes qui vous font croire qu'ils savent tout, c'est pas vrai. Personne ne sait tout. Juste effectivement, avec l'âge, t'avances dans la vie, du coup tu t'expérimentes des trucs. Potentiellement, t'en as qui ont déjà acheté une maison, potentiellement, t'en as qui se sont déjà paxés et qui pourront te raconter que se paxer, ça peut être très simple comme ça peut être compliqué. Ça dépend de plein de choses. Mais voilà, en fait, les trois trucs qu'on voulait te dire dans cette vidéo, et j'ai l'impression de me répéter, mais mon petit côté pédagogue fait que je vais resynthétiser et conclure cette vidéo à 24 minutes, je pense, parce que là on est à 22, 54, 55, 56 secondes. C'est tu n'es pas ta note, autorise-toi à changer d'avis et du coup à tester et donc changer d'avis. Et ado-adulte, pas tant de différence que ça en vrai. On joue beaucoup à l'adulte, je trouve. Voilà, c'était Audrey sur la chaîne du Terrain Tremplin, et je vais conclure cette vidéo ici. J'espère que tu passes une bonne semaine, enfin que tu vas passer une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Salut!